Risque de politique isolationniste, problème interne au niveau politique, problème au niveau des centres sécuritaires qui ont été engendrés par des massacres ces derniers jours. Selon vous, quelle est la position réelle de notre armée? Quelle politique notre armée doit établir, mettre en œuvre? En fait, c'est ça. Lorsque j'ai écouté pour la première fois l'intervention du Premier ministre à la tribune des Nations Unies, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il envoie des jeunes à la boucherie. Parce que lorsque on parle de cette façon, on sait forcément que, certes, la France aura sa réaction, mais les groupes armés aussi auront leur réaction. Les terroristes, les bandits armés, tout le monde aura une réaction. Et cette réaction-là, est-ce qu'on était préparé? Tout ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui démontre que non, nous n'étions pas assez préparés pour cette réaction. Donc forcément, il fallait au moins porter un discours dont nous pourrions soutenir les conséquences. Et c'est là où le Premier ministre tape à côté. Pour ce qui est des assises nationales et de ses interactions avec les partis politiques, quelque chose est flagrant. Il y a un terme qui existe maintenant au Mali et qu'il faut vraiment analyser, c'est le terme majorité écrasante, entre guillemets. Tout le monde affirme avoir cette majorité écrasante. Donc, une démocratie où la majorité est déjà écrasante parce que son but c'est d'écraser les autres et non pouvoir porter des projets de construction, là nous avons un souci. Et cet aspect de venir réellement par le Premier ministre, de dire aux partis politiques, bon, il faut forcément aller sur notre terrain. Ça me rappelle une terminologie que Winston Churchill avait l'habitude d'utiliser. Il disait « my way or the highway », c'est-à-dire ma voie ou la plus grande voie. Donc soit les gens sont avec le Premier ministre, soit ils ne sont pas dans le débat du tout. Et aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas les moyens d'exclure qui que ce soit du débat. Et quand je dis les moyens, je parle déjà des moyens politiques. Première des choses, le M5 s'est montré comme une force pendant longtemps, mais elle n'était une force que parce qu'il y avait des organisations qui la composaient. Et aujourd'hui, sans ces organisations, elle n'est pas une véritable force. Seconde chose, le Premier ministre lui-même est issu d'un parti qui est extrêmement faible, qui n'a pas de véritable électorat, qui n'a pas d'influence dans l'élaboration de politiques publiques. Donc, en réalité, il est en train de s'isoler lui-même, d'isoler les réformes que la transition porte et de faire en sorte que cette transition aille, pour le moment, avec les effets que nous sommes en train de constater, aille vers un échec. Maintenant, l'aspect président de la transition de la chose, une chose est sûre, si le président de la transition n'est pas d'accord avec ce que le Premier ministre fait ou dit, qu'il nous le fasse savoir dès maintenant, qu'il n'attende pas que les conséquences nous tombent dessus pour se servir du Premier ministre comme bouc émissaire. S'il n'est pas d'accord, s'il juge que ce n'est pas judicieux, qu'il s'exprime sur la question. Maintenant, cet aspect aussi de diviser les Maliens, il faut le savoir, c'est une pratique qui est propre aux politiciens issus de 91 et de ceux qui les ont précédés. C'est qu'ils ont toujours eu cette aptitude à dire aux Maliens que non, c'est vous qui avez raison, ceux-là, c'est des apatrides. Et le Premier ministre, aujourd'hui, s'est placé dans cette posture. C'est une continuité. Donc, le Premier ministre a ramené, contrairement à ce que tout le monde pense, de mon analyse, il a ramené la transition à ce pourquoi la transition est intervenue. Parce que la transition, elle est arrivée parce qu'on voulait mettre fin à une certaine forme de politique qui existait précédemment. Donc, cette forme de politique, il vient de la ramener en disant aux Maliens, non, pro-russe, pro-français, vendu, apatride. Et aujourd'hui, ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. On se souvient tous de la fameuse phrase du représentant des Nations Unies qui nous a quittés, qui était ici au Mali, mais qui a fini sa mission, quand il disait qu'il fallait un sursaut national. Et aujourd'hui, il est indéniable que sur ce sursaut national, il le faut. Comment est-ce que nous allons atteindre ce sursaut national lorsque le Premier ministre est déjà en bras de fer avec les
partis politiques, en bras de fer avec une partie de la société civile et par le Premier ministre, il faut engager tout le gouvernement, en bras de fer réellement avec le partenaire qui a été avec nous pendant 8 ans et en bras de fer avec l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, en même temps en bras de fer avec l'Union africaine. Nous ne pouvons pas être engagés sur tous ces fronts et prétendre unir ou solutionner un problème. Tout à fait. La démarche doit être certainement méthodique. Ça veut dire qu'il faut arriver à atteindre un objectif, un pas à la fois. Aujourd'hui, revenir à la table de la CEDEAO est la condition inconditionnelle. C'est une condition inconditionnelle pour pouvoir ramener le partenaire français à peut-être revoir sa position. Si nous n'avons pas nos voisins avec nous, la France ne va jamais revoir sa position parce que nous devenons un pays pauvre, très endetté, qui dépend de l'aide au développement et où l'État français, à travers les entreprises françaises, demeure l'investisseur premier. Donc, mais si nous avons notre communauté sous-régionale avec nous, et ça, aujourd'hui, voir le Premier ministre ou le gouvernement de transition ne faire aucun usage du G5 Sahel, moi, ça me stupéfait. Parce que le G5 Sahel est un projet que le Mali a porté. C'est une de nos initiatives dont nous devons d'ailleurs être fiers. Et aujourd'hui, nous devons recadrer notre initiative en disant à nos amis du G5 Sahel, parce que nous sommes suspendus de partout, mais nous ne sommes pas suspendus du G5 Sahel. Ça reste la porte que nous avons de pouvoir discuter et de négocier avec nos voisins. Donc, que nous saisissons cette initiative qu'est le G5 Sahel que nous avons portée pour dire à nos voisins vraiment le problème a peut-être commencé chez nous et vous l'avez vu, avec le temps, le problème s'éparpille un peu partout. Donc une solution collective, c'est ce qui nous a amené à constituer le G5 Sahel. Il faut maintenant opérationnaliser cette solution collective-là. Et voici ce que le Mali propose et voici, le Mali est prêt à recevoir vos propositions et à travailler avec vous. Nous ne pouvons pas être un pays qui dit non à tout le monde pour au final dire non à quoi. Il faut aussi reconnaître que le Premier ministre est venu trouver avec son plan des 4 actes, il est venu trouver quand même un État qui est vraiment défaillant et qui a vraiment besoin de fonds, avec un grand taux de corruption vraiment inégalé, notamment même la production du rapport de ces derniers jours du vérificateur général prouve que vraiment il y a assez de manquements. Or, dans la politique du Premier ministre, il a aussi besoin de fonds financiers colossaux, notamment ces 2000 milliards qu'il avait dédiés pour son programme. Mais selon vous, est-ce qu'il n'était pas nécessaire qu'il puisse quand même marquer son territoire dès au départ? 3 points. Premier point, dans l'analyse politique, il y a ce que nous appelons fréquemment la notion de faute et de responsabilité. D'accord? Peut-être que ce qui s'est passé avant le Premier ministre, il n'est pas fautif, mais aujourd'hui, c'est lui le responsable. Donc, il assume ses responsabilités. Et dire qu'il n'est pas fautif, même de mon analyse, c'est trop dire. C'est trop dire pourquoi? Parce qu'il était dans ces gouvernements, environ 5 ans avec Ibeka, il a toujours été dans le rouage gouvernemental, il a toujours participé au débat, il avait toujours son mot à dire. Donc ce n'est pas un nouvel homme qui vient tomber sur une situation qui lui est inconnue ou une situation auquel il n'a pas participé. Ce n'est pas ça. Il n'est pas dans ce cadre-là, même si c'est ce qu'on tente, là où on tente de le placer, ce n'est pas ça. Second point qui est extrêmement important, comme on dit, il y a 2 choses. Soit nous faisons la politique de nos moyens, soit nous cherchons les moyens de notre politique. Donc s'il te faut 2000 milliards et que tu n'as pas 2000 milliards, tu sais où trouver ces 2000 milliards. Mais tu t'es arrangé pour réellement mettre tout le monde à dos. Donc tu seras forcément en difficulté. Et je pense que la démarche du Premier ministre est explicitement faite pour se mettre lui-même en difficulté. Et dire aux Maliens, vous voyez comment tout le monde nous met en difficulté alors qu'il s'achète lui-même la difficulté. Donc quand il dit aux Maliens, vous voyez comment tout le monde nous met en difficulté, les Maliens vont développer ce qu'on appelle un élan de solidarité pour lui, sa personne, et pour l'équipe dont il est membre. Et cet élan de solidarité, c'est ce qui va leur servir de caution morale et de caution de légitimité pour proroger la transition. D'accord. Monsieur Aboubakary Touré, mais selon vous, quelle définition sera possible au nom de la jeunesse en tant que président, voilà, au nom d'un représentant de la société civile? Selon vous, quelles doivent être les possibilités urgentes pour trouver une voie
et aller aux élections ou définir des statuts clairs pour définir une prolongation de dernier envol? En fait, c'est vraiment clair. Hein. Vous savez, les concertations nationales qui ont eu lieu le 10, 11, 12 septembre 2020 ont été claires. C'est-à-dire qu'il y a un délai qui a été imparti pour la transition, un délai de 18 mois. Il faut rappeler que c'est la première fois quand même dans une transition malienne qu'on arrive à ce délai-là. Et cela a été fait compte tenu vraiment du contexte très particulier du Mali à l'époque. Alors il s'agit pour les autorités maliennes de se ranger pour pouvoir respecter leurs engagements. En fait, le peuple malien ne demande pas beaucoup aujourd'hui. Malgré que de façon malice, ils sont parvenus à organiser 2 coups d'État en une année, qui a fait injecter Bandao et son gouvernement. Mais les Maliens, vous avez vu dans la rue, qui est sorti pour crier, pour condamner les militaires? Personne. Parce que nous estimons que le Malikoura, dont ils chantent tous les jours, a besoin que les autorités nous disent la vérité dans ce Malikoura. Et ça commence avec eux. Assimi a interpellé la jeunesse malienne pour mettre devant les faits, pour dire que s'il réussit sa mission, c'est la jeunesse qui a réussi. Et s'il arrive à ne pas réussir, c'est la jeunesse. Alors il est important, c'est pourquoi nous montons au créneau aujourd'hui, pour rappeler au président de la transition de prendre toutes ses responsabilités pour vraiment respecter ses engagements pris devant le peuple malien par 2 fois. D'abord lors des concertations nationales, ensuite lors de la prestation de serment du président Bandao. Il était premier vice-président chargé des questions militaires, il a prêté serment. Ensuite, quand le second coup d'État est intervenu, il a encore réaffirmé que ces dates-là seront respectées. Et le Premier ministre aussi, quand il a été nommé, il s'est présenté devant les membres du CNT, il a encore réaffirmé que ces délais seront respectés. Même si on voit des discours contradictoires ces derniers temps, mais nous n'allons pas travailler avec ça parce que le Premier ministre est un envoyé. Idrissa Seck a l'habitude de dire que le Premier ministre est la personne à travers qui le président de la République fait passer des instructions. Alors nous demandons au président de la transition, s'il n'est pas d'accord avec la politique de son Premier ministre, de prendre la parole, de rompre finalement enfin le silence et de prendre la parole pour rassurer en tout cas l'opinion publique. Mais cela poussera encore les partis civils et les partis politiques quand même à accepter une prolongation avec le président de la transition. Mais est-ce qu'une prolongation dans une autre prolongation, est-ce que ça pourrait arranger encore? Non, on ne parlera pas d'une prolongation dans une prolongation. Vous savez, la constitution malienne qui est toujours en vigueur, qui n'est pas suspendue, dans la constitution malienne, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque le pouvoir, lorsque il y a vacance au niveau de la au niveau de la présidence, qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit à ce niveau que on a 40 jours pour organiser des élections. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Lorsque vraiment il n'y a aucun problème et qu'il y a rupture, il y a vacance au niveau du pouvoir du président de la République, la Constitution nous donne 40 jours pour organiser des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce contexte-là, nous avons toujours encore le temps. Parce que ce qui est prévu, c'est le 27 février pour les élections. Nous sommes encore en mois d'octobre. Ça veut dire que si nous avons de la volonté politique claire, affirmée et affichée, on peut faire en sorte d'amener les Maliens à se parler, à rassembler les Maliens. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un leadership cohérent, un leadership homogène, un leadership clair, capable aujourd'hui de rassembler les Maliens. C'est ce qui nous manque. Parce que les Maliens sont divisés à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des partis politiques. Les Maliens sont divisés aujourd'hui. Donc il faut un leadership fort, un leadership cohérent qui peut rassembler les Maliens aujourd'hui pour nous amener vers des élections libres, crédibles et transparentes, sans contestation. Monsieur Doumbia, selon vous, est-ce qu'il y a un programme cohérent établi pour conduire le Mali à des élections très prochainement? En fait, vous savez, l'exemple que j'ai donné aux jeunes il y a quelques jours, j'ai dit que si dans un match de football, nous arrivons au tir au but et que le gardien vous dit qu'il a des soucis de visibilité, qu'il n'arrive pas correctement à voir la balle, c'est que vous avez déjà perdu le match. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes vraiment au tir au but de la prolongation. Et le Premier ministre est en train de nous dire qu'il y a une possibilité de report. Donc, il prévoit son propre échec. Parce que nous savons tous, unanime, la réussite d'une transition repose sur des élections crédibles et transparentes. Donc quelqu'un qui ne se voit pas capable de faire
Et d'ailleurs, là, c'est ce qui permet de remettre en cause toute la démarche de ce qui est appelé aujourd'hui, je mets entre guillemets, le choguelisme. C'est que Choguel se dit être en mesure de dealer avec la France ou de dealer avec la communauté internationale, être en mesure de réparer la crise au nord, mais il ne se dit pas être en mesure d'organiser les élections. Pour moi, c'est extrêmement contradictoire parce que organiser les élections, c'est vraiment moins coûteux que les 2000 milliards de son programme d'action gouvernementale. Oui, mais ils estiment avec le gouvernement, ils estiment quand même que ça ne sert à rien de bâcler des élections, aller rapidement à des élections comme ça. Cette histoire d'élection Barclay, c'est une fausse manœuvre. Okay. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous connaissons l'attelage politique malien, que si nous allons aux élections tout de suite, ceux qui risquent de remporter les élections sont ceux qui en ont les moyens et qui ont l'appareil politique nécessaire pour le faire. Et aujourd'hui, ceux qui étaient dans le M5, qui ont provoqué toute cette situation, n'ont pas cet appareil électoral, n'ont pas les moyens financiers d'aller aux élections. Okay. Donc, cette histoire de Barclay, c'est une façon de dire, nous autres, là, nous ne sommes pas prêts. Donc, attendez que nous soyons prêts pour qu'on fasse les élections. Et ça, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Tout à fait. Le délai a été donné. Et lorsque le délai était élaboré, il y avait le président de la transition. Il est allé défendre ce délai à Accra d'ailleurs. Il aurait pu dire non, nous ne pouvons pas tenir le délai parce qu'on va dire la situation du pays n'a pas changé. Oui, mais il y a la tension au niveau international. Qui l'a créé? Il y a la tension. Qui l'a créé? Oui, bon, il y a la tension, il faut reconnaître qu'il y a la tension. S'il décide de se mettre en difficulté et de mettre le peuple malien en difficulté à la fois, le peuple aujourd'hui est dans l'obligation réellement de défendre ses propres intérêts. Et ses intérêts ne résident pas dans un discours, ses intérêts résident dans sa sécurité, dans sa capacité à trouver de l'eau potable et à manger correctement. Donc, si ces intérêts sont menacés aujourd'hui, parce que le Mali est un pays qui vit d'import et d'export, un pays qui vit d'import et d'export déconnecté du reste du monde, tout le monde sait où ça va nous mener. Aujourd'hui, on ne peut plus acheter de la viande parce que tout notre bétail est déjà parti. Aujourd'hui, l'huile, c'est extraordinaire. Donc, ça ne sert à rien de justifier le mal par le pire. Et c'est ce que les gens sont en train de faire, de se dire que non, il y a une tension internationale, mais non. Moi, je pense qu'il y a surtout une volonté ciblée d'empêcher certaines organisations politiques de venir aux élections et de les remporter. Merci beaucoup. Et ça a été dit. Le Premier ministre même a dit cela sans se rendre compte. Je pense qu'il a dû regretter la déclaration parce qu'il a dit que si on fait les élections, en ces termes, donc sa véritable crainte réside là, réside dans cette possibilité qu'il y a pour des formations politiques assidues de venir vraiment prendre le pouvoir. Mais les élections Barclay, si la Constitution, comme il a dit, nous donne la possibilité de les faire en 40 jours, nous pouvons les faire. Et aujourd'hui, ce qui est important, personne ne veut accompagner le Mali dans une dynamique de développement, mais tout le monde veut accompagner le Mali à organiser des élections. Donc les moyens qui manquent là, nous pouvons les trouver. Et le monde entier nous aidera à les trouver. Parce que le monde entier estime qu'il nous faut une démocratie, il nous faut retourner dans un ordre constitutionnel stable, sortir de cette dualité constitutionnelle avec la charte de la transition et la constitution de 92 pour réellement avancer sur un terrain. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien a droit à des leaders qu'il a choisis. Parce que le peuple malien n'a pas choisi ses leaders actuels. Certes, il y a une partie du peuple malien qui soutient ces leaders-là, mais c'est important aussi de sonder cela. Il faut faire des sondages. On invite les organes de médias, les groupements de protection de la démocratie, de sonder. Parce qu'on est toujours en train de dire que c'est la majorité des Maliens, mais personne n'a de chiffres réels. Donc il faut sonder, savoir réellement ce que les Maliens veulent. Si on veut aujourd'hui... Le peuple malien veut des leaders qu'il a choisis. Mais il veut surtout des leaders qui sont capables d'apporter le changement dont il rêve. Et ce changement-là commence où? Par déjà une sincérité politique, d'affirmer sa véritable volonté, de ne pas s'aimer la division et le doute, de ne pas forcément orienter le peuple vers des ennemis extérieurs, de soigner le Mali de l'intérieur pour qu'il puisse faire face à ses ennemis extérieurs. Et aujourd'hui, à mon humble avis, la transition est en train d'échouer dans cette démarche et il faut rapidement, je pense que je vais rendre au Premier ministre sa propre phrase, il faut rectifier la transition parce que le temps qui nous reste et cette ligne sur laquelle nous sommes, le Mali risque
risque d'être plongé dans un noir plus profond que celui que nous avons. Voilà, d'accord. Monsieur Touré Abakari, est-ce qu'un risque d'explosion est possible? Je pense que tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour nous amener vraiment dans une situation inconnue aujourd'hui. D'abord, je vais vous faire revenir un peu en arrière. Il faut comprendre que la transition n'a pas mille et une missions. La mission d'une transition, elle est connue de tous. La transition a une seule mission, c'est vraiment de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel rompu, clair et net. Et sauf que surtout qu'on est dans un contexte particulier, la deuxième mission fondamentale assignée à cette transition, parce que c'est la première fois qu'on crée quand même un poste de vice-président. Aujourd'hui, ce poste-là est vide. C'est encore une violation de notre charte. Personne n'en parle. Alors que ce poste-là est devenu vacant, mais tout le personnel, tous les employés qui étaient nommés déjà à ce poste continuent de travailler. Mais pour qui? La deuxième mission qui était assignée à la transition lors de concertation nationale, dont Azimi était à ce poste-là en tant que vice-président, c'était effectivement de sécuriser le territoire, la lutte contre l'insécurité grandissante. Et aujourd'hui, force est de constater que nous perdons du terrain chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, hier c'était Farabougou qui était sous embargo djihadiste. On a obligé les membres du Haut Conseil islamique à aller pactiser, à aller dialoguer avec les djihadistes. Ils ont trouvé un format de pacte entre les djihadistes et la population qui permettait à la population de souffler un peu. Mais après, les djihadistes sont revenus à la charge. Aujourd'hui, c'est Nyono et toutes les localités environnantes. Le centre notamment qui est pris au piège aujourd'hui. Mais nous n'avons aucune visibilité, aucune déclaration, aucune réaction de la part des plus hautes autorités de ce pays. Donc il faut se dire que la transition n'a pas pour mission de s'éterniser au pouvoir. Et c'est ce que nous voulons empêcher. C'est pourquoi on demande aux autorités de respecter leur engagement. Mais que faire exactement pour planifier une possible prolongation, parce qu'il risquerait d'être inévitable, cette prolongation? Pour le moment, quand vous vous mettez dans cette posture, c'est comme si vous donnez une caution déjà à cette prolongation, alors que tel n'est pas de notre entendement. D'autant plus que le président de la transition, à qui les Maliens quand même ont fait confiance, en tout cas qui est à cette place-là, n'est pas encore sorti pour demander aux Maliens une quelconque prolongation. Moi, je pense qu'il y a les canons, il y a les voix. Nous sommes entre nous Maliens, on ne va pas s'entretuer, on ne va pas s'entre-déchirer. De toute façon, qu'on donne même 3 ans à cette transition, ça va prendre fin un jour. Ça, c'est clair et net. Tout à fait. Alors qu'on soit patriote, qu'on soit responsable. Inclusif. Le président de la transition, à mon humble avis, doit sortir pour dire aux Maliens, on vous avait demandé 18 mois que vous avez accordé pour nous permettre d'organiser en tout cas des élections libres et transparentes. Mais il faut constater aujourd'hui que la situation actuelle ne nous permet pas. Il va évoquer des raisons. Quand vous prenez un maçon pour vous construire une maison en 2 ou 3 mois, ou en 6 mois, en quelques mois, et qu'au bout de 6 mois, vous venez voir qu'il n'a même pas commencé les fondations à plus forte raison de l'élévation, vous n'allez pas quand même lui donner encore 6 autres mois. Vous allez faire une évaluation. Donc faisons une évaluation objective de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait, ce qui reste à faire et pourquoi ça n'a pas été fait. Lorsqu'on va faire une telle évaluation objective, les Maliens en toute souveraineté, parce qu'il n'est pas de mon ressort aujourd'hui pour dire qu'il n'y aura pas de prolongation, ni pour dire qu'il y a une prolongation. Parce qu'il y a 20 millions de Maliens, en tout cas, dont leur vie, ça concerne leur vie et ça concerne la vie de leur pays. Donc je pense qu'il faut, en toute objectivité, faire une évaluation, en tout cas de tout ça, mettre ça à table. À commencer d'abord par le premier responsable, qui est le président de la transition, qui, à mon humble avis, le Malikoura qu'il veut instaurer, s'il a du crédit pour ces termes-là, doit sortir pour dire aux Maliens ce qui se passe et qu'est-ce qu'il veut. C'est à la suite de cela que ce n'est pas les assises mornées où aucun grand parti politique ne participera qui va donner une caution morale pour prolonger une transition parce que ça ne marchera pas, les Maliens n'accepteront pas ce verdict. D'accord. Monsieur Doumbia, est-ce que selon vous, le président de la transition
aujourd'hui, est-ce qu'il est de son devoir de sortir pour informer les Maliens s'il y a une possibilité de prolongation ou pas? Est-ce que cela ne va pas l'attirer encore plus ne va pas le mettre encore plus dans une crise diplomatique avec les institutions internationales? Mais pas du tout. S'il parle à son peuple, qu'est-ce que les institutions internationales ont à voir dedans? Il y a quand même des menaces pratiquement, on peut le dire. Mais aujourd'hui, là, qui peuvent pleuvoir. Nous sommes déjà sanctionnés. Okay. Nous le sommes déjà, suspendus de toutes les organisations. Nous sommes déjà sanctionnés. D'accord. Donc, de quoi avons-nous réellement peur? Maintenant, c'est aussi ça, parce que si c'est la peur des sanctions qu'on nous donne comme justificatif de ce silence-là, quelqu'un qui a peur des sanctions ne s'attaque pas à ceux qui peuvent sanctionner. Tout à fait. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous attaquer à ceux qui peuvent nous sanctionner pour ensuite dire que nous avons peur des sanctions? Moi, je pense qu'il y a un paradoxe. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Mais mieux que ça, nous avons peut-être entendu le programme d'action gouvernementale porté par le Premier ministre, mais nous n'avons pas encore entendu le président de la transition nous dire exactement ce qu'il compte faire, quels sont ses plans, quels sont ses objectifs et quelles sont les méthodes qu'il veut utiliser pour faire ça. Les gens diront que non, on parle de militaire, de tactique. Je ne parle pas de plan de guerre, je parle de plan pour le peuple malien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment est-ce qu'il est en train de le faire? Parce qu'on ne voit le président de la transition récemment que lorsqu'il reçoit quelqu'un, des images d'audience, des visites. Et pour nous, ça ne veut rien dire. Nous voulons savoir quels sont les actes concrets qu'il est en train d'entreprendre lui-même en tant que président de la transition. Aussi, j'aimerais lui dire personnellement, parce que lorsqu'il a fait appel à la jeunesse, il nous a dit que sa réussite est la nôtre, ses échecs seront les nôtres. Aujourd'hui, que lui aussi il sache que ce que la jeunesse est en train de dire, que sa présidence est en train de se transformer au pouvoir d'une minorité sur une majorité. Et que la vraie majorité aujourd'hui, c'est la jeunesse malienne. Et que si cette jeunesse n'est pas écoutée, et que si ce qu'elle souhaite de ce pays n'est pas écouté et mis en œuvre, tout ce qu'il est en train de faire a déjà échoué. Et c'est ce qui est arrivé à ses prédécesseurs, c'est de pousser réellement la majorité des Maliens à se taire en faisant croire que la minorité est la majorité. Aujourd'hui, que le président de la transition, Assimi Goïta, retienne que nous pouvons fermer les yeux sur la réalité, mais nous ne pourrons jamais fermer les yeux sur les conséquences d'avoir fermé les yeux sur la réalité. Que le président de la transition comprenne que ce nuage qu'on lui a donné pour dire que son silence fait de lui un homme fort ou tout ceci, qu'aujourd'hui il n'est ni dans une caserne militaire, ni sur le théâtre des opérations, qu'il occupe une fonction politique, qu'il est la première institution de cette nation, qu'il a des comptes à nous rendre, que nous ne sommes pas ses subalternes dans l'armée, qu'il a des comptes à nous rendre, qu'il doit nous rendre des comptes et nous dire ce qu'il est en train de faire. Que rompre la communication avec son peuple, c'est se mettre en position de subir la colère de ce peuple-là. Parce que si demain, le peuple change d'avis, ce qui est fort probable, et nous le savons tous, parce qu'on peut mener une partie du peuple en bateau pendant un temps, on peut mener le peuple même entier en bateau pendant un temps, mais on ne réussira jamais à le faire tout le temps. Donc un jour, les choses seront vues au clair de lune, et quand cela arrivera, j'ai espoir que cela trouvera qu'il a mis les choses au clair et qu'il s'est prononcé sur la situation. Autre chose que je précise et qu'on lui demande, je dis, je suis leader de jeunesse et les soldats qui meurent, c'est des jeunes. Que nos soldats, la mort de nos soldats ne soit pas simplement annoncée par des communiqués que nous voyons traverser les réseaux sociaux en format PDF. C'est des hommes qui meurent, qui donnent leur vie pour nous autres, qui donnent leur vie pour la nation. Les communiqués venant de l'état-major écrit ne sont pas à la hauteur de leur sacrifice, ne serait-ce que des communiqués verbaux, ne serait-ce qu'organiser des cérémonies dignes, parce que vraiment souvent on fait des cérémonies, des obsèques collectives dans les camps et autres, sans vraiment même la présence de ces autorités-là.
qu'aujourd'hui, ça ne sert pas nos soldats et que ça ne les motive pas à se battre. Parce qu'au moins, si l'on s'apprête à faire un sacrifice de cette taille, on se dit aussi qu'il est important d'être, que l'on puisse se souvenir de nous, tel est le sacrifice que nous avons fait. Qu'aujourd'hui, les vrais héros de cette transition sont ceux qui sont en train de se battre corps et âme pour le Mali sur le théâtre des opérations. Et qu'il faut que le président de la transition s'exprime sur toutes ces questions. Aujourd'hui, Farabougou a été fait. Beaucoup de choses ont été dites. Aucun éclaircissement n'a été apporté par le gouvernement malien. Aujourd'hui, Nyono est fait. Le gouvernement malien est en train de donner des bouts d'informations ou de se taire. Aujourd'hui, le retrait de la France des zones de Kidal et de Tessalit est en train de se faire. Le gouvernement malien est en train de rien dire. Nous sommes en face d'un gouvernement qui garde le silence, qui ne communique pas et qui aspire à se faire comprendre, et qui lutte d'ailleurs sur le plan diplomatique. Et les Maliens sont prêts à soutenir parce que nous voulons le bien du Mali. Mais si réellement le président de la transition et son gouvernement ne communiquent pas avec nous et que nous ne savons pas ce qui se passe, nous aurons du mal à les soutenir parce que nous ne savons pas ce qu'ils font ni où ils veulent nous amener. Voilà ce que j'avais à lui dire. Merci beaucoup, M. Doumbia Chakoumar. Merci beaucoup, M. Abakari Touré, président de Jeunesse Djigiyakura, universitaire, et Chakoumar Doumbia, qui est expert des sciences politiques, président du Youf Fortran du Mali. Mesdames et messieurs, c'est notre rubrique Entretien sur Vestibule. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.